Bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e épisode d'Androtech. Androtech, on parle d'Android bien sûr, mais cette semaine nous vous avons prévu un tour à 360 de la concurrence. Androtech, c'est toujours le fruit de la collaboration entre le site frandroid.com et la chaîne tech.tv. Vous avez rendez-vous avec la présentation de l'équipe juste après le sommaire. Au sommaire cette semaine, commençons par une mise à jour, celle d'Android 4.4.3 sur la gamme Nexus. Nous quitterons ensuite Android pour Tizen avec l'annonce du Samsung Z. Le LG G3, dernier flagship de la marque coréenne, vient d'être annoncé. Nous verrons avec Gaël ce qu'il nous réserve. Nous irons également du côté d'Apple qui a dévoilé iOS 8 et d'autres nouveautés. Sont-ils en avance, en retard ou tout simplement sur un autre segment qu'Android? Nous nous poserons la question ensemble. Enfin, nous terminerons par la sélection d'applications de la semaine. Bonne émission à tous. Cette semaine sur le plateau, beaucoup de monde. Je commence par le Skype. Eric, développeur indépendant. Bonjour à tous. Ensuite, j'ai Olivier, et rédacteur sur iAddict et sur Pom Pom Comedy. Bonjour. Gonzague, blogueur. Bonsoir. Ensuite, j'ai Édouard Marquis, qui est aux commandes de la chaîne tech.tv. Salut. À ma droite, j'ai Gaël, rédacteur. Salut. Chez nous. Oui. Et chroniqueur, toujours, Pierre-Olivier. Ouais, et prêt à en découdre avec le banc des accusés iOS de l'autre côté, t'inquiète. On est là. On passe maintenant à l'actualité de la semaine. Cette semaine, nous avons une mise à jour, c'est Android 4.4.3. Gaël, tu nous en parles. Alors, Android 4.4.3 qui est sorti cette semaine sur les produits de Google, donc essentiellement Nexus 4, 5, 7 et 10. Toute la gamme Nexus. Toute la gamme Nexus et toutes les éditions, toutes les Google Play éditions aussi des téléphones qui devraient y avoir droit dans les jours à venir. Alors c'est pas une mise à jour très importante, c'est surtout de la correction de bugs, mais on en a un bon paquet. Voilà, beaucoup de corrections de bugs. Bon, c'est pas une mise à jour franchement majeure, hein. Il n'y a pas énormément de choses. Le truc le plus notable, c'est surtout le nouveau dialer, donc la nouvelle fonction de téléphone qui a pris des couleurs, qui est plus aérée, qui est un peu plus jolie. En tout cas, qui est beaucoup moins anxiogène en fait que l'ancienne, qui était juste grise et noire et qui était déprimante dès qu'on sortait du contact. On a aussi une bonne nouvelle puisque les images sont disponibles pour les appareils Nexus, donc on peut aller télécharger l'image et l'installer sur son appareil. Tout à fait, il est possible de le prendre. Bon, la mise à jour est disponible pour la plupart des appareils aux États-Unis. Ça devrait être disponible d'ici quelques jours en France et en Europe. C'est une question de patience. Motorola aussi a déjà commencé la mise à jour sur certains de ses appareils. Il me semble que le X, le G et bientôt le E, qui ne devrait pas tarder à sortir, y auront droit très rapidement. Ça, c'est des bonnes nouvelles. On reste du côté de chez Google avec, évidemment, le droit à l'oubli. Alors le droit à l'oubli, c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Pour rappel, en fait, la Cour de justice des communautés européennes avait demandé à Google de mettre en place un droit à l'oubli. Donc le droit à l'oubli, qu'est-ce que c'est? Simplement, si une personne juge que son image ou qu'il y a un problème avec son image que référence Google, elle a le droit de demander à ce que des liens compromettants, qu'elle juge compromettants ou qui ne l'arrangent pas, puissent être retirés. C'est le droit à l'oubli. Et donc Google a mis en place ce formulaire et ils ont eu en une seule journée 12 000 réponses, c'est ça? Alors Google effectivement a mis en place ce formulaire, 12 000 réponses, même aujourd'hui là c'était à 40 000, il nous expliquait. Il y a beaucoup de monde qui le demande, alors ça pose beaucoup de questions. Google est un peu embêté avec tous ces formulaires. Bon, ces formulaires déjà ils étaient assez contraignants parce qu'il fallait marquer notamment les URL qu'on désirait voir disparaître de Google. Il fallait surtout marquer un texte de motivation qu'il fallait qu'il fasse 1000 signes à peu près. Et donc tout ça, Google disait qu'il va s'en occuper rapidement, mais sans donner de date de sortie précise. On ne sait pas exactement encore comment il va juger de la faisabilité ou non, comment est-ce qu'il va juger le fait que ce lien peut être retirable ou non. En fait, il y a plusieurs questions derrière. C'est déjà, cette information est-elle publique ou non, ou est-elle privée? C'est-à-dire que c'est... Est-ce qu'elle a été publiée par ailleurs, par exemple? Est-ce qu'elle a été publiée par ailleurs? Et est-ce que la personne, en fait, est-ce que ça concerne juste la personne ou est-ce que c'est une information publique? En fait, c'est une vraie question qui se pose. Est-ce que vous trouvez ça bien, vous, que Google donne la possibilité, justement, de se faire oublier sur Internet?
La question se pose évidemment depuis très longtemps, mais effectivement, derrière tout ça, on se dit où est la limite. C'est bien ça la limite. Où est la limite? Moi je dis, Mediapart peut effacer toutes ces pages, voilà, parce qu'il va y avoir un sacré nombre de demandes venant de tous ceux qui ont... Justement, Mediapart c'est public. C'est ça la différence. Oui, voilà, il va falloir que les limites soient précises, parce que tout le monde peut demander n'importe quoi. À partir de quand est-ce que une information est gênante, mais à la fois vraie? Est-ce qu'elle est d'utilité publique? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Et surtout, qui jugera la pertinence Exactement. d'effacer ces liens? Est-ce que c'est Google dans son coin qui va demander comme ça? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura des règles à mettre? Est-ce qu'il y aura des règles à mettre? Il n'y a rien de précisé vraiment dessus. On change de sujet, on passe maintenant chez Samsung avec une annonce relative à Tizen. Tizen occupe aujourd'hui quelques devices comme la Samsung Galaxy Gear 2 et la première du nom va aussi basculer d'Android à Tizen. Mais là, l'annonce, c'est un téléphone. Et donc le premier, le Samsung Z. Donc on n'est pas sur la gamme Galaxy. Au niveau des caractéristiques, qu'est-ce qu'on a? Un très bon milieu de gamme en fait. C'est un téléphone avec un écran de 4,7 pouces, avec un, on va dire, petit écran HD avec une définition de 1280 par 720. Un processeur quadricœur cadencé à 2,3 GHz, on ne connaît pas en fait, on ne sait pas encore si c'est un Exynos ou un Snapdragon, mais ça sera un bon processeur a priori. 2 Go de RAM, une batterie de 2600 mAh et un petit appareil de 8 mégapixels. Pour l'instant, on n'a pas de dispo, pas de prix. Si, on a une dispo, on sait que ça sortira au 3e trimestre de l'année en Russie uniquement, à un prix qu'on ne connaît pas encore. Il n'y a pas d'annonce officielle sur les autres pays. On sait que en fait, Samsung veut tester le marché en Russie et dans la CEI, donc la communauté des États indépendants qui sont autour de la Russie. On ne sait pas plus. C'est vraiment, ils vont voir comment le public réceptionne un peu le produit avant de le lancer sur d'autres marchés. On sera attentif à ces résultats. PO, qu'est-ce que tu penses du potentiel de Tizen? Alors déjà, Samsung Z, si tu le prononces vite, ça fait Wave. Je pense que le potentiel, c'est exactement le même. Je pense que la façon de fonctionner, c'est aussi la même. Samsung, pour plein de raisons... Tu fais référence à leur dernier OS qui était Bada. Et dont les téléphones porte-étendard étaient de la gamme Wave. Et Samsung, pour plein de raisons, et notamment parce que la France est un marché historique pour Apple, avait décidé de bander les muscles sur ce marché en particulier pour l'OS Bada. Là, ils reprennent la même stratégie, c'est juste pas le même endroit, mais c'est de cibler un marché et de le tester. On voit la même stratégie avec un OS similaire, il va se passer bizarrement la même chose. Prédiction. Je pense quand même que cette stratégie multi-OS est importante pour Samsung, qui ne doit pas dépendre que d'un seul... Mais pour être multi-OS, il faut en avoir plusieurs qui marchent en fait, pas juste un. Parce que si tu as un OS et puis que des échecs, c'est peut-être pas multi-OS, c'est multi-échec. Qui soient effectivement des vraies alternatives. Justement, à propos d'alternatives, ça nous emmène vers notre dernière actualité, qui sont les déclinaisons du HTC One M8. On en a eu plein d'annoncés, on en a même eu des retirés, c'est ça? Voilà, alors HTC, il est un peu foufou en ce moment, il se dit, il a un téléphone qui marche très bien, qui marche bien d'ailleurs, je pense, le HTC One M8, qu'on aime beaucoup, hein, qui est vraiment un très bon téléphone. Et lui, plutôt que de faire une version mini et puis une version Prime, il en fait exactement 4 versions. Donc il y aura, dans l'ordre, celui qui est sorti le plus récemment, c'est le HTC One Mini 2, qui est donc une déclinaison mini du HTC One M8. Bon, on va faire vite, hein, il a une coque en métal, il a un peu plus de plastique sur sa coque, il n'a plus le duo caméra à l'arrière. Et l'ultra pixel. Il passe d'un Snapdragon 801 à un Snapdragon 400. On le teste actuellement à la rédaction, on en est plutôt content, on aime beaucoup le design, il est assez réactif, on le juge vraiment très bien. Pour un mini, c'est bien, il y a juste son prix qui nous fait un peu mal aux fesses, il est de 449 €. Donc on attendra un peu, ça sera sûrement... Mais la finition est encore très bonne, c'est ça? La finition est excellente, vraiment excellente. La finition est très bonne. Une autre déclinaison qu'on a vu cette fois-ci apparaître en Chine, qui est le E8. Le E8 ou le Ace, je crois, qui était ici. Donc le E8, pour faire simple, c'est la même chose que le HTC One M8, sauf qu'il a une coque en plastique à l'arrière. Mais c'est exactement les mêmes caractéristiques. Et donc à ce moment-là, il a une déclinaison en couleur? Il a des déclinaisons en couleur. Bon, il n'y a pas d'appareil photo, il n'y a plus de l'ultra pixel et du haut caméra à l'arrière. Il reste sur un 13 mégapixels.
ce qui n'est pas franchement un drame. J'avais jugé que c'était un peu un gadget sur le HTC One M8, n'en déplaise aux fanboys. Alors ce E8, du coup, pour l'instant, on a la disponibilité que en Chine. On ne sait pas s'il sortira en Europe ou aux États-Unis. Je le trouve quand même très adapté au marché chinois, en fait, avec ses couleurs. Oh, oui, je pense qu'il est aussi adapté au marché européen. S'ils le vendent moins cher, je pense que ça sera un bel appareil, quand même. Une dernière déclinaison. 2 dernières en fait. 2 dernières, pardon. 2 dernières, donc en fait on s'attendait à ce que HTC sorte en une version premium de son HTC One M8. Cette version devait s'appeler le HTC M8 Prime. Finalement, pour une raison qu'on ignore un petit peu, il l'a annulé et il l'a remplacé par 2 versions. Donc une version qui s'appelle le HTC, qui sont en rumeur, qui n'ont pas été encore annoncées, un HTC One M8 Plus et un HTC One M8 Advance. En gros, c'est du HTC One M8 boosté avec un Snapdragon 805, je crois, un écran QHD et un ultra pixel de 16 mégapixels à l'arrière. Donc ça sera vraiment pour ceux qui veulent une expérience totale de chez HTC. Et le truc derrière, c'est qu'il y aura 2 versions. Donc si je me souviens bien, si j'ai bien noté, il y en aura un qui aura le Advance sera en plastique, tandis que le Plus sera encore et conservera la coque en métal du M8 qu'on connaît. T'as vu le prix du basique, j'ai un petit peu peur pour le prix de ces 2 super haut de gamme. Après, ça reste sur un marché de passionnés. Tout à fait. Effectivement, HTC a su trouver sa niche avec des très beaux téléphones. Comme mon chien. La niche, tout ça. La partie suivante, c'est pas une actualité, mais on voulait revenir sur l'annonce du LG G3, puisqu'on n'en a pas parlé dans Androtech. Gaël, tu étais à Londres pour cette annonce. Bon, la conférence de presse qu'ils ont fait la semaine dernière, qui était une conférence de presse internationale, parce que ça se tenait à la fois à Londres, à New York, en Turquie, mais je ne me souviens plus où, et en Corée. Ils ont fait une conférence de presse, on va dire à la coréenne, très carrée, très spectaculaire, où très maîtrisée, très maîtrisée de bout en bout, et surtout très convaincante, c'est peut-être l'essentiel, où ils ont présenté un produit, un téléphone haut de gamme, vraiment, qui est capable, qui est vraiment capable de concurrencer les porte-étendards des autres marques. Ça va être leur flagship à coup sûr. Voilà, c'est le flagship de cette année, ils y comptent beaucoup, ils ont mis les moyens et ils ont mis des features que les autres n'ont pas. Alors parmi ces caractéristiques, la fiche technique est un peu étrange du G3. Enfin, à la fois étrange et un peu poudre aux yeux. C'est-à-dire qu'on a déjà un smartphone qui est très grand, un 5,5 pouces. Mais on garde par contre cet aspect où l'écran occupe énormément de place sur la face avant. Exactement. Donc ça, ils ont gardé ça du G2. Donc le G2 déjà occupait 76% de la surface de l'écran. Là, c'est pareil pour le G3 qui occupe encore 76% de la façade. Pas de bouton en façade, c'est vraiment le design est vraiment réussi. Il est très sobre, il est très agréable à prendre en main. Que ce soit la coque à l'arrière où ils ont remis leur traditionnel bouton en fait qu'on retrouve. Donc les boutons physiques tombent très bien sous le doigt, permettent d'avoir un bouton menu sous l'index plus exactement, et peuvent permettre d'augmenter le son dessus. La coque qui a été peut-être l'aspect le plus critiqué sur ce G3 en fait, qui est une coque en plastique qui est recouverte d'une fine pellicule métallique. LG dit une peau métallique derrière. Ouais, je me suis fait avoir moi. Qui au toucher, on est très loin du M8. Il ne faut pas s'attendre à une coque en alu. On sent bien que c'est du plastoc, mais le toucher est vraiment agréable quand même. Ça fait pas trop cheap et c'est même mieux que le G2 quoi. Vous l'aimez vous le G3 ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non mais là-bas c'est Apple. Non, c'est pas vrai, regarde. Non, c'est pas mal. On parlait d'un téléphone qui fait 5,5 pouces, machin, qui n'a pas de bouton en façade. Le Xperia Z2, c'est... Il a une particularité, par exemple moi sur le Xperia Z2, je le trouve très gros à prendre en main. Il fait un peu, limite l'effet phablette, alors que le G3 a pas tant cet effet-là. Il a une coque à peu près qui c'est son arrondi qui est... Ouais. Il a un arrondi, il tient très très bien en main, il a des bords... Les bords sur les côtés qui sont assez fins, vraiment je trouve que c'est assez agréable. Il donne pas l'impression d'avoir un 5,5 pouces. C'est un bel objet. Le fait que ça soit très carré ici, c'est un bel objet. Moi, l'impression d'avoir un téléphone. Je pense qu'ils ont vraiment réussi leur design, même niveau poids, c'est assez impressionnant pour un 5,5 pouces. Donc ça c'est très bien. Il y a juste le côté métallique quand même, c'est un peu étonnant. Enfin, par rapport à HTC, c'est pas le niveau de finition d'un HTC quand même. C'est pas le niveau de finition d'un HTC, mais d'un autre côté, ou d'un Sony. La batterie peut être enlevée quoi. Donc il y a d'autres arguments qui sont derrière. C'est pas choquant. Il n'est pas étanche par contre. Bon après. Est-ce qu'on a des infos de disponibilité et de prix ? Absolument pas. Alors on se doute qu'il sortira. Il est déjà sorti en Corée depuis la semaine dernière. Évidemment. Il marche très bien. Il devrait sortir à la fin du mois, au début du mois prochain, en Occident. Alors on ne sait pas, on n'a ni date de sortie précise, ni prix, mais on pense que ça tournera aux alentours des 600 €.
J'ai une question, est-ce qu'on a des accessoires annoncés autour de ce G3 ? Il y a 2 accessoires. Il y a une coque qui reprend un peu, alors je ne sais pas si on se souvient, mais sur le G2, ils avaient une très belle coque avec une fenêtre carrée. Ici, c'est un hublot en fait qui est assez complet. Donc c'est une couverture qui permet encore donc une fenêtre ronde. Voilà, une fenêtre ronde, un hublot. On a toujours c'est vrai. Et on a toujours cette fonction de knock-knock. Voilà, toujours les fonctions de réveiller sécurité. le téléphone et qui finalement se complète avec les boutons. Voilà, exactement. Et comme c'est un téléphone coréen, il y a un kill switch. Donc c'est-à-dire si tu paumes ton téléphone, tu peux le faire s'autodétruire quand tu veux. Ça fait un feu d'artifice voilà. ou Je sais pas. On n'a pas testé. Il n'y a pas eu encore d'attentat en Corée. C'était l'annonce du LG G3. On passe maintenant à notre partie débat de la semaine. Cette semaine se tenait la WWDC, l'une des grandes conférences, la grande conférence des développeurs Apple. Olivier, tu nous rappelles un peu le concept qui a été annoncé. Alors c'était lundi et c'était la keynote d'introduction de la Worldwide Developer Conference. Donc c'est simplement l'introduction. Hein. La WWDC va durer 5 jours. Mais là, on avait la keynote de Tim Cook qui a été extrêmement dense, 2 heures avec beaucoup d'annonces. J'ai pris quelques notes, mais encore une fois, qui était complètement dédiée aux développeurs, n'en déplaise à tous ceux qui attendaient du matériel et effectivement, ils étaient nombreux. Alors évidemment, la première info, c'était OS 10. Alors OS 10 Yosemite donc est confirmé. En gros, gros coup de balai sur l'interface, donc rajeunissement. Évidemment, on retrouve le flat design, la transparence, etc. qu'on a un pas de plus finalement. Voilà, en fait, on voit bien que iOS et OS 10 se ressemblent de plus en plus. On ne sait pas tout à fait jusqu'où ça va. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais quand même 2-3 infos fortes. Spotlight, évidemment. Spotlight, tout le monde connaît, c'est la petite loupe qui permet de faire une recherche en interne sur la machine. Là, elle change de place, elle arrive au milieu du bureau et elle va avoir un rôle bien plus important que celui qu'on lui donnait avant. Alors, on cherche des documents, on cherche des contacts, on cherche des fichiers musicaux, mais ça cherche aussi sur le web. Et petite surprise, ou grosse surprise, c'est comment on veut l'interpréter, mais c'est Bing qui m'autorise Spotlight. C'est vraiment pas de chance, quoi. Oui. Pour les utilisateurs de Alors, côté iOS. Quand même important, on va quand même sur OS 10, si on veut faire court, il y a iCloud qui va prendre vraiment une place importante. On va dire que c'est un peu le retour de iDisk, c'est-à-dire qu'on peut maintenant accéder à tous nos documents depuis le Finder du Mac. Et ça, c'est quand même très intéressant. Olivier, ça pas ce que c'est qu'iDisk. Oui, alors c'est une ancienne version. C'est comme Dropbox. Là, il présente quelque chose qui se rapproche de Dropbox. En fait, c'est un espace de stockage dans le cloud, mais qui a disparu au fil des mises à jour de iCloud d'Apple et qui fait une espèce de retour, mais parce que aujourd'hui, maintenant, on peut enfin accéder à tous nos documents, qu'ils soient macOS, OS 10 ou autres, à travers iCloud. Y compris sur PC. Sur Mac, y compris sur PC, effectivement, y compris sur PC. Alors, pour iOS, c'était extrêmement riche aussi. Bon, la fonction enfin tant attendue AirDrop fonctionne enfin entre un iPhone et un Mac, ce qui n'était pas le cas avant. On a un mode modem qui est automatique. Ça, c'est intéressant parce que le problème de la continuité de la connexion n'existe pas aujourd'hui. Donc, pouvoir avoir son Mac ou son iPad qui vient se connecter sur la 3G ou la 4G de l'iPhone pour prendre le relais à Internet, ça c'est vraiment intéressant. On a les notifications interactives, donc la possibilité de pouvoir répondre directement depuis une notification sans pour autant lancer d'ailleurs l'application concernée. Par exemple, on reçoit une notification Facebook, on peut répondre directement depuis cette notification sans que Facebook ne soit lancé. C'est totalement transparent. Ça c'est important puisque on peut le voir comme un petit rattrapage d'Android, alors qu'en réalité, c'est un tout petit peu plus... on parlait pas de la Google I.O. 2011 non. Ah, pardon. Donc, là aussi, Spotlight s'enrichit. Et puis, on a dans Messages la possibilité maintenant d'envoyer du son. C'est une espèce de fonction talkie-walkie, on va dire, de messages. Et la vidéo aussi. Mail s'améliore. Et puis, alors, les utilisateurs de Mailbox
Je ne sais pas si ça existe sur Android, mais en tout cas, les utilisateurs de Mailbox retrouveront leur petit, hein, puisque tout le principe de petit bouton qui permet d'annuler, etc., réapparaît dans Mail maintenant. Un clavier personnalisable. Aussi, Olivier, quand même, que Mail, beaucoup de gens utilisaient, je ne sais pas si Gonzague est comme moi, on avait totalement abandonné le client iOS. Enfin, voilà, moi, je suis sur Gmail, c'était vraiment très en retard quand même. Moi, je l'ai abandonné sur mon Mac, mais pas sur mon téléphone. Moi aussi. Voilà, c'est intégré dans le téléphone, mais sur le Mac. Exactement pareil. Donc, on peut dire que ça rattrape son retard, mais c'était quand même. Bien sûr. Alors, sur le Mac, Mail se met à jour aussi. Hein. Il y a un système d'annotation. On peut annoter les pièces jointes, on peut signer les PDF, ce qui est intéressant. Et surtout, on peut envoyer des pièces jointes de 5 Go maximum. Ça, c'est intéressant. Ça passe par iCloud. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est l'envoi par Drive dans l'univers Exactement. Google. Et c'est trans-plateforme. Là, il y a moins de retard qu'on rattrape quand même. Ouais. Il n'y a plus que quelques mois. Alors, c'est trans-plateforme. C'est d'un Mac à Mac. C'est totalement transparent. Si on envoie sur un environnement Windows, la personne aura un lien pour télécharger les pièces jointes qui sont dans le cloud. Et puis alors, iCloud Drive, parce que, Apple s'obstine à refuser le Finder dans iOS, pas de gestionnaire de fichiers, donc ils contournent sans arrêt ce problème et ils offrent quand même une espèce de gestionnaire de fichiers qui permet, quand on est dans une application, d'aller chercher un document qui se trouve dans une autre application, de le modifier, et le document est toujours stocké dans l'application d'origine, mais dans sa version modifiée. Bon, voilà, c'est un peu, il tourne un peu autour du problème, mais on y viendra certainement un jour. Alors, après, ils sont passés rapidement sur des choses, hein, et en fait, ils ont confirmé des rumeurs. Health, qui est vraiment l'application santé d'iOS, et qui va centraliser l'ensemble des données qui sont captées par des appareils qui sont fabriqués par des acteurs tiers. Donc, typiquement, on va pouvoir réunir dans un endroit unique les données qui viennent d'une balance Withings, par exemple, les données c'est très important, en fait, qui viennent du Fuel Band de Nike, et d'autres choses. Tout ça, on va pouvoir le personnaliser ça au cœur d'une application centrale qui s'appelle Health, donc la santé. Donc ça, c'est une confirmation. On avait beaucoup entendu parler. Et inversement aussi, les applications pourront piocher dans cette application. Voilà, exactement, ça c'est important aussi. On en parlera plus tard, mais il y a une ouverture énorme vers les développeurs, et les développeurs vont pouvoir collaborer entre eux à travers cette fonction. Idem pour la fonction Home, qui est donc la domotique. Là aussi, ils ont simplement confirmé les rumeurs, c'est-à-dire qu'effectivement, Apple va proposer une application de centralisation pour pouvoir piloter des appareils qui ne sont pas forcément de la même marque. Ça, c'est important. On va pouvoir piloter un appareil Belkin, Logitech, pourquoi pas LG ou Samsung. Voilà. Ou Arcos, ou Nest, voilà. Il n'y avait pas le logo. Tout reste possible. Évidemment, ça se fera à partir de partenariats du type Made for iPhone. Voilà, c'est exactement la même chose. Il y aura un Made for HomeKit ou une chose comme ça. Family Sharing qui arrive, ça c'est la nouveauté, c'est l'arme anti-multicompte d'Apple, parce que là aussi, bon, il faut, reconnaissons-le, Apple s'obstine à lutter contre le multicompte. Enfin si, le multicompte existe chez Apple, hein, ça s'appelle le multitablette, hein, donc ça existe, mais là, il propose quand même une solution qui dit, voilà, chez nous, c'est très facile d'avoir 6 tablettes à la maison, puisque vous allez pouvoir partager tout ce que vous téléchargez, musique, films, etc., jusqu'à 6 personnes sous la même adresse. Et ils vont même pouvoir partager une carte bleue unique. Et les enfants, quand ils téléchargeront, une notification arrivera sur le matériel des parents. Pour une autorisation. Ça fait beaucoup de choses, donc, du coup, dans ces annonces. 2-3 petites choses encore. Oui, alors, oui, en fait, il faut qu'on arrive quand même à là où je vais attaquer le plus fort, parce que sinon, après, si moi je peux pas troller, Non, mais bien sûr. Non, alors évidemment, ce qui ressort de tout ça, il y a 2 informations finalement. Si on devait vraiment retenir 2 choses, c'est la continuité. Au premier abord, évidemment, tous ces petits éléments, ça n'a pas l'air révolutionnaire, ça a l'air, des petites nouveautés l'une derrière l'autre. En réalité, on comprend bien que iOS 8 et OS 10.10 s'imbriquent énormément, collaborent. Ils ont fait plein de démonstrations
commencer un mail sur son iPad, le finir sur le Mac. Ça va être justement notre premier thème. Voilà, donc ce soir. on voit bien que Apple nous vend une plateforme qui est totalement transparente. Clairement, c'est la fin du hub si cher à Steve Jobs, qui mettait au milieu un Mac, et puis avec un certain nombre d'appareils accessoires qui satellisaient autour. Là, c'est terminé. Ça, c'est la grande époque de l'iPod, puis de l'iPhone. Là, c'est fini. Ce qui compte, c'est l'information et ce qu'on en fait. Voilà. Pour Eric, on peut aussi dire qu'il y a quand même un langage de développement dans les grosses annonces. Oui, ça c'est la deuxième, mais évidemment. Ça c'est la deuxième chose. Si on doit retenir deux choses, la première c'est la continuité, et la deuxième chose c'est l'ouverture aux développeurs externes. Alors ça aussi c'est un peu une surprise, surtout qu'ils ont poussé les curseurs très très loin. HomeKit, HealthKit, CloudKit. Tout le monde va pouvoir participer et ils ont fait aussi là des démonstrations assez surprenantes, c'est-à-dire que le clavier natif, voilà, le clavier natif de l'iPhone va pouvoir bénéficier de services qui sont rendus par des applications tierces et qui vont pouvoir être en interne dans le clavier. Ce qu'on pouvait faire sur Android depuis des années, en fait, maintenant, on peut mettre son propre clavier sur... Tout simplement, depuis toujours. Maintenant, on peut le faire... Le premier thème sur lequel je voulais revenir, c'était la continuité. Et Apple a annoncé beaucoup de fonctionnalités qui est finalement une intégration d'iOS dans Mac et de Mac dans iOS et une collaboration entre les devices. Qu'est-ce qu'on a sur Android de ce côté-là? On a tout. Enfin, je veux dire... en fait, sur ce thème-là, sur la continuité, la collaboration entre les périphériques, ce que ça sous-entend, c'est un savoir-faire général en matière de web, d'infrastructure, de cloud et de synchronisation. Et forcément, qui dit synchronisation, dit aussi gestion de leur ligne. C'est un métier que Google sait faire depuis longtemps. C'est un métier dans lequel Microsoft est devenu très bon en relativement peu de temps. Et c'est un métier dans lequel Apple était extrêmement mauvais. Et surtout là, ce qui est plateforme web, c'est l'année où ils ont atteint une certaine maturité en la matière et où justement on peut enfin faire des choses qui sont à peu près évidentes sur les autres plateformes et ça c'est sur ce thème là on est quand même sur du très positif mais bon voilà faut pas se leurrer, on fait juste rattraper du retard, commencer un mail sur son Gmail et finir sur son téléphone, j'ai toujours fait. J'aimerais bien te contredire là-dessus parce que c'est pas ça qui vend du tout. Enregistrer un brouillon et le continuer sur un autre appareil, tu peux le faire depuis toujours avec Gmail. Qui parle d'enregistrer, c'est toujours Non, enregistré. là en fait c'est que quand tu commences un mail sur ton iPad, iPhone ou ton ordi, peu importe, ça marche dans les deux sens, tu mets l'un en veille et ça va apparaître tout de suite sur ton ordinateur. Ok, je veux dire... c'est parce que toi, c'est l'intégration seamless, en fait, c'est que toi tu dois ouvrir Gmail sur ton ordi. Mais ça c'est juste un habillage. Bah, c'est un habillage mais qui a une expérience. Et en fait, il y a une certaine valeur. Là, on est sur une guerre culturelle. Google est un fournisseur de technologie. Il fournit les moyens pour faire des choses. Apple n'est pas un fournisseur de technologie. Apple est un vendeur de technologie. Il va vendre un truc packagé, fini. Google a depuis toujours les outils pour faire ce genre de choses, y compris en seamless, et certaines applications le font en seamless très très bien. Ce sont des applications de tierce partie. Pourquoi? Parce que Google fournit les outils depuis maintenant 7 ans et à charge pour les développeurs, entreprises et autres, et vendeurs, de les exploiter, de les utiliser pour rendre ce genre de choses possibles. Donc oui, effectivement, quand Apple sort une techno, ils la sortent de façon vendue, packagée, dans le carton avec une étiquette, un prix. Et elle marche. Et évidemment. Mais d'un point de vue technologique, le fait est qu'ils ont mis 7 ans pour y arriver. Oui, ça je ne l'enlève pas, mais je dis en termes d'expérience d'utilisateur final, c'est quand même plus sympa si tu n'as pas besoin d'ajouter 12 briques logicielles pour finir tes mails sur ton ordi. Et il a quand même raison là-dessus, c'est-à-dire que sur Android, c'est pas aussi naturel que ce qu'a présenté Apple durant sa présentation. Tu parlais de AirDroid par exemple, qui est une application qui permet plus ou moins d'avoir une continuité entre son PC et son téléphone. Elle n'est pas aussi intuitive que ce que propose Apple actuellement. Et je ne suis pas certain que 80% des utilisateurs Android connaissent actuellement cette possibilité-là. C'est un petit peu aussi comme le DNLA. On peut envoyer très facilement, sur PC, sur Android, on peut évidemment partager son écran, mais c'est quand même l'expérience Apple pour être dans les deux univers tous les jours.
elle est quand même plus simple dans l'expérience Apple. C'est beaucoup plus simple. Je suis pas là-dessus. Si t'es avec les produits Apple, parce que t'es un peu prisonnier dans le monde Apple, mais si t'as l'Apple TV, ou un Mac, ça se fait quand même quasi instantanément. Mais c'est un vendeur. Si vous êtes en train de me dire que Apple est un meilleur vendeur qu'Android, la réponse c'est oui. Sans aucun doute. Si vous me dites Apple est meilleur d'un point de vue technologique que Google, là, on se parle de 7 ans de retard. Je ne retard. pense pas que c'était ça le truc. Non, il faut quand même bien comprendre, Apple vend une expérience utilisateur, ils vendent du matériel, ils vendent une plateforme. Une plateforme qui devient totalement, une double plateforme qui devient totalement transparente. Et c'est ça, c'est le confort de la transparence, le confort de la fluidité. Et ce qu'ils veulent nous faire passer comme message, c'est ce qui compte pour eux aujourd'hui, c'est l'information et ce qu'on fait de cette information. Finalement, le matériel, ça devient quasiment secondaire, même si eux vendent évidemment du matériel. C'est l'expérience utilisateur qui se fait à travers ce qu'on fait de l'information. Aujourd'hui, encore une fois, on peut utiliser Gmail, on peut utiliser Google Drive sur un Mac. Aujourd'hui, tout est dans le paquet. Tout est prêt à fonctionner, tu sors l'iPad du paquet, ça fonctionne comme ça, c'est le confort, c'est, comme tu dis, un package. Mais c'est une expérience utilisateur, je pense, assez unique, même si elle arrive tardivement. Et justement, c'est le deuxième thème ce soir, c'est finalement le contrôle des plateformes principales. On pense évidemment à la santé ou à la domotique. Aujourd'hui, chaque grand de ce monde, les Google, les Apple, les Microsoft, commencent à avoir leurs solutions. Là, Apple a annoncé 2 plateformes, notamment sur la santé et la domotique. Je pourrais même mettre une troisième plateforme qui est tout ce qui est de l'accès au contenu. On pense notamment là à Spotlight et le CloudKit et tout ce qui est refactorisation de l'Apple Store. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces annonces Apple? Est-ce que Apple rattrape son retard en termes de plateforme à proposer ou est-ce que c'est quand même une prise d'avance? Si on prend ta question par l'envers, c'est-à-dire en gros, c'est sûr que sur l'Apple Store, c'est pas Google Apple. Donc très très concrètement, le moteur d'Apple était, vraiment l'App Store était très en retard en termes, quand tu fais une recherche sur l'App Store, tu n'aboutissais pas. Parfois 10 secondes avant d'avoir un résultat. C'est clairement pas Google au niveau du moteur de recherche. Je sais pas, il paraît qu'Apple depuis des années veut faire un concurrent de Google, je sais pas. En tout cas, ils y sont pas. Ça c'est sûr. Par contre, si on veut voir sur les autres technos, je trouve qu'aujourd'hui, tu as un peu l'impression que Google, ils achètent des boîtes, ils sortent leur carnet de chèques comme Facebook, et Apple, avant de sortir, à part Beats, je comprends pas trop, mais on pourra toujours en discuter, ils sont quand même plutôt en train d'intégrer un univers, c'est-à-dire dans le domaine de la santé et dans le domaine de la maison, parce que par exemple ici, dans les studios de tech, on a 80 points commandés, mais c'est dans une application particulière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est pas tellement, et avant de lancer une montre connectée ou autre, ce qui manque, c'est quand même une plateforme. Et je pense qu'Apple, là, dans iOS et sur le Mac, ils sont en train de mettre les API pour justement, ils mettent pas la charrue avant les bœufs. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans cette conférence. C'est Apple, effectivement, c'est un bon vendeur. Sa grosse force, c'est l'uniformisation de l'expérience utilisateur, qui est une grande force. C'est pour ça que ceux qui prennent Android, c'est aussi trouvent que c'est une faiblesse. C'est que ceux qui utilisent iOS, dans toutes les applications, il y a une uniformisation, ce qui fait que la grand-mère elle va l'utiliser tout de suite, quoi. Android, c'est un peu plus compliqué. J'ai l'impression que c'est un peu plus pour les technophiles. J'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui avait iOS. Un truc tout bête, il me disait, mais sur Android, j'ai des images, il y a des applications où il y a des images, j'arrive pas à le sauvegarder, à le transférer, alors que sur iOS, toutes les applications marchent pareil. Et c'est vrai que c'est une force d'Apple à ce niveau-là. Un autre sujet, ça va être aussi faire confiance à Apple pour laisser les plateformes ouvertes et ne pas enfermer les développeurs et
et ceux qui voudraient développer et apporter de l'innovation, ne pas les enfermer. Mais c'est fermé. Enfin, c'est là où non, mais parce que pour le coup, c'est la même chose de l'autre côté. Chez Google, c'est tout aussi fermé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit vu qu'il y a des API, c'est ouvert. C'est pas ouvert du tout. Si ça avait été ouvert, ça aurait été des specs. C'est-à-dire que Apple serait allé chercher d'autres partenaires pour dire voilà, on fait des spécifications sur comment ça va fonctionner, partager des données de santé. Et il y aurait eu plusieurs hébergeurs de données de santé, mais tout aurait été intercompatible. Pareil pour la domotique, il y aurait eu plusieurs mecs qui auraient pondu une plateforme, mais encore une fois, tout le matériel aurait été compatible et on aurait pu dire moi j'utilise plutôt celle d'Apple, moi j'utilise plutôt celle de Google, mais on peut passer de l'une à l'autre sans problème. Ça, c'est écrire des specs, c'est dire voilà, ça va fonctionner comme ça. Là, ce qu'ils font, c'est ils disent on a un service, mettez vos données chez nous. Google fait exactement pareil, hein, et c'est fermé. C'est complètement propriétaire, c'est dire voilà, vos données elles sont chez nous, c'est nous qui décidons la façon dont elles sont formatées, la façon dont elles vont être accédées, et là où les gens voient de l'ouverture, c'est parce que d'autres gens vont remplir les données et pas juste Apple. Oui, c'est sûr, sinon ils n'auraient pas eu de données. C'est pas, Il faut quand même. Apple la répond à un problème vraiment concret, c'est-à-dire que voilà, quand on a 1, 2, 3, 5, 6 appareils différents qui chacun captent des données différentes, on se retrouve avec autant d'applications. Donc de toute façon, il y a un réel problème. Donc Apple répond à un problème et amène une solution. Alors qu'il y a des avantages et des inconvénients. Il y en a partout, oui. Évidemment, ils attirent les éditeurs vers une plateforme dont ils ne peuvent pas sortir et qui n'est effectivement pas compatible. Les autres font exactement la même chose. Enfin, la Galaxy Gear quand même ne fonctionne qu'avec... Elle est catastrophique. Voilà. Sur Internet, il y a Vloz qui nous suit en direct l'enregistrement de ce live, qui dit que l'expérience utilisateur, ça ne veut plus rien dire. Et je ne suis pas vraiment d'accord. L'expérience utilisateur, ça veut dire quelque chose. Si Apple arrive à vendre aussi cher ses produits, c'est quand même parce qu'il y a une expérience utilisateur. Et pour utiliser les deux produits et avoir aucun problème à utiliser les deux univers et aimer les deux univers, il faut quand même reconnaître qu'il y a une meilleure intégration encore dans l'univers Apple. Bien sûr, il joue la carte de... Il faut au-delà de l'informatique, on est des êtres d'émotion. Hein, donc il joue la carte de l'expérience, la carte de l'émotion. Voilà. Il ne faudra pas oublier que sur cette conférence, et même si on sort un peu du sujet, cette conférence de Apple, c'était la conférence du grand rattrapage. Hein. C'est-à-dire que sur beaucoup de points, Apple a fait regardez les gars, on est au même niveau que les concurrents. Tu l'as pas évoqué tout à l'heure, mais je pense par exemple l'ouverture de certaines applications, les applications qui peuvent communiquer entre elles. Ça, c'est un truc qui existe depuis le début chez Android. Même le partage, avoir n'importe quoi et l'envoyer vers n'importe quelle application. Avoir une messagerie qui est même pas moderne, mais qui est juste contemporaine, qui est juste à jour par rapport aux grandes applications, par rapport même à Hangout. C'est des choses qui est pourtant mauvais. Hein. Qui est pourtant pas très bon, effectivement, mais qui se met à jour dessus. Voilà, Apple a aussi dit, il a vendu évidemment son expérience utilisateur, il le vend toujours à chacune de ses conférences en disant qu'ils sont les meilleurs, bon, et partiellement vrai. On a eu beaucoup de critiques sur le bullshit qu'a sorti Tim de temps en temps. Effectivement, il a sorti des chiffres qui étaient extrêmement critiquables. On pense notamment au 9% d'Android, c'est ça. La phrase, c'est il y a 30% des utilisateurs d'Android qui ont une version d'Android qui a plus de 4 ans. En réalité, il n'y a pas de version d'Android qui a 4 ans, donc on va prendre ce qui est le plus proche. On va le prendre à l'avantage de Tim Cook. On va regarder Gingerbread qui a 3 ans et demi. Gingerbread, c'est 16% des utilisateurs. Donc, en l'occurrence, non, il n'y a pas 30% des utilisateurs Android qui se ramassent avec une vieille version. Et en plus, si on compare fonctionnalité par fonctionnalité, même ces gars-là sur Gingerbread sont à jour par rapport aux fonctionnalités d'iOS. Et effectivement, la communication entre les applications, qui du coup ouvre par définition aussi l'utilisation de claviers alternatifs, puisque c'est le même concept en arrière, je trouve c'est assez révélateur d'un problème
encore une fois technologique, je reste sur mon angle, du côté d'Apple, c'est qu'il y a eu un manque de vision sur ce qu'allait pouvoir devenir la plateforme iOS. Je pense que le pilotage de ce projet-là, de ce qu'est iOS, de ce qu'est l'iPhone, l'iPad, etc., s'est fait beaucoup plus à vue en face chez Microsoft et chez Google, où on a eu vraiment une vision à long terme et où du coup on a armé technologiquement les OS pour être sûr que tout serait possible à l'avenir et tout serait rétro-compatible dans le temps. Moi, naviguer à vue, pour moi, c'est plutôt une qualité. En tout cas, dans le domaine qui nous concerne, c'est plutôt une qualité. Y arriver, c'est une qualité. De vouloir le faire, c'est un problème. Naviguer à vue, effectivement, il n'y a pas de dogme, je pense, à l'origine d'iOS et qu'il s'adapte. Moi, je vois plutôt Microsoft comme une boîte qui innove énormément et qui part un peu dans tous les sens et qui innove un peu dans tous les sens et qui, ensuite, après, ramène un retour d'expérience qui va leur permettre d'affiner leur truc. Apple ne fonctionne pas du tout comme ça. Ouais, il n'y a pas de ballon d'essai chez Apple. Il y a tout qui se fait en interne jusqu'à ce que le produit soit parfaitement, qui corresponde parfaitement à ce qu'ils veulent. Exactement. Non, donc c'est deux politiques très différentes. Touch ID, par exemple, l'année dernière, quand c'est sorti, tout le monde s'est dit pourquoi c'est pas ouvert aux autres développeurs. Et en fait, aujourd'hui, un an après, voilà, c'est ouvert aux autres développeurs. Bien sûr, mais moi j'attendais le moment où il y aurait un problème de sécurité. Il n'est pas arrivé. Mais quand le Galaxy S5 est sorti avec un capteur d'empreinte ouvert aux 4 vents, je me suis dit, on attend le gros bug, on attend le gros piratage, etc. Bon, il n'est pas arrivé, mais je pense que c'est un peu l'esprit d'Apple. Il n'empêche que cette navigation à vue lui a fait prendre du retard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur pas mal de fonctionnalités, il était fier d'annoncer les notifications interactives, sa nouvelle messagerie en disant, bah voilà, tout ça c'est nouveau. Alors que, bon, oui, c'est peut-être nouveau pour les utilisateurs d'iOS, mais c'était pas... Oui, c'est leur pas communiqué en disant bon, on sait que ça existe partout ailleurs depuis des années, bien sûr. Mais maintenant on le fait et on est quand même. Mais là, pour le coup, iOS devient juste moderne, on va dire, il devient juste contemporain. Pour un power user, c'est vrai. Non, mais la différence, c'est surtout que en fait, ces mises à jour-là, ces nouveautés-là, chez d'autres fournisseurs de technologie, on n'aurait pas fait une conférence dessus, en fait. Ça serait des mises à jour, genre justement 4.4, .3, .2, .18, ce qu'on aurait annoncé, c'est peut-être éventuellement les fonctionnalités qui sont au-dessus, mais le plan technique, ça n'aurait jamais été l'objet d'une telle conférence, d'un tel ramdam. C'est ça aussi la différence. Apple est un bon vendeur. Pardon, excuse-moi Eric. Oui, excuse-moi. Ouais, Apple est un bon vendeur, c'est tout. Voilà. Il market la moindre petite chose technique, ça en devient des gros trucs. Et voilà quoi. Et pour ça, ils sont meilleurs que Google. Tu voulais ajouter quelque chose ? Ah ouais, je trouve que déjà, Google commence à faire ça aussi dans ses conférences, à marketer l'innovation, parce que le problème de faire plein de trucs et de jamais en parler, c'est que personne ne le sait. Alors que le jour où tes clients et tes développeurs le savent, ils deviennent les meilleurs ambassadeurs de ton produit. Et d'ailleurs, j'ai dit le mot meilleur, et c'est le mot qu'Apple utilise tout le temps, en disant on est les meilleurs, on a les meilleurs téléphones, les meilleurs ordi, ça marche, mais même si c'est chiant, parce que quand on se tape, nous, les conférences, tu te dis, putain, ils disent tout le temps que tout est bon. Ce qui est frustrant. Ce qui est frustrant pour quelqu'un qui sait... Ce qui est dangereux à l'interne aussi, parce que tu es tenté d'y croire. Mais c'est comme ça que ça marche. On parlait de Steve Jobs en disant qu'il déformait la réalité. C'est ce qu'il faisait. Et voilà, c'est ce qu'il fait encore. On a bien senti, quand même, Gonzague, que cette conférence, elle était très orientée. Développeurs, ils ont vraiment voulu refaire plaisir. Ça donnait l'impression... Voilà, on s'ouvre, parce que c'est vrai qu'un des reproches qu'on fait beaucoup à Apple, c'est d'être fermé, de ne pas ouvrir. Je ne sais plus combien de milliers d'API, Olivier, ils ont annoncé. Enfin, c'est énorme. Je ne vais pas dire de bêtises. Ce qui nous mène justement à notre troisième thème, qui était justement les développeurs. Apple a annoncé rien de moins qu'un nouveau langage pour remplacer Objective-C. Objective-C qui était un peu vieillissant quand même. Ça faisait combien de temps? Oui, 30 ans, je crois 1983, Objective-C. Donc ils annoncent Swift. Alors moi-même, je ne suis pas développeur, donc je n'ai pas pris en main. Et puis de toute façon, il n'a pas été pris en main. Donc il va quand même... Si, il y a Eric qui l'a installé. Oui. Et justement, Eric va nous en parler un peu. Que vaut ce nouveau langage? C'est une bonne chose. De toute façon, effectivement, Objective-C, ça a commencé à dater. Je pense qu'ils ont des idées derrière la tête par rapport à ce langage. Je pense notamment aux objets connectés. Et à mon avis, Objective-C, c'était pas top à ce niveau-là.
Donc voilà, je pense que ça va faire du boulot pour les développeurs, quoi, un langage de plus. Est-ce que c'est agréable de développer avec ce nouveau langage? Je pense à première vue, il est déjà moins verbeux que Objective-C. Difficile de faire pire, de toute façon. Mais après, voilà, pas assez d'expérience à ce niveau-là encore, faut voir. Mais je reviens un petit peu sur les différences Google et Apple. On parlait, il y a des problématiques que Google finalement a résolues. Sans le savoir, c'était toutes les tailles d'écran, les processeurs, etc. Et Apple, ils vont commencer à avoir les mêmes problèmes, parce que des tailles d'écran, au départ, ils en avaient 1, 2, 3, puis ça commence à augmenter, et il va falloir qu'ils résolvent le problème. Je ne sais pas encore comment. Donc voilà. Voilà. Notamment, ils ont commencé à avoir cette problématique aussi au niveau des pros, puisqu'ils passent d'une architecture 32 bits à 64 bits. Comme ils sont sur du code natif, c'est-à-dire qu'ils s'exécutent directement sur le processeur, en gros, eux, leur temps de passation entre le 32 bits et le 64 bits, ça va être, en gros, ils seront passés totalement au 64 bits quand le 5S sera le téléphone le plus cheap encore supporté par Apple, enfin le plus vieux, excusez-moi. Ce qui va mettre plusieurs années. Alors que du côté Android, on est sur du code managé, on s'appuie sur une machine virtuelle, donc on ne parle pas directement au processeur. Il suffit juste de shooter une nouvelle version de la machine virtuelle et c'est bon, on est passé en 64 bits, c'est instantané. Le Swift, il y a un truc intéressant à noter, c'est que justement, il n'est pas tout à fait vraiment natif, ça fonctionne avec une LLVM, on ne va pas essayer d'expliquer, c'est un petit peu complexe, mais en tout cas, ça va permettre déjà justement d'adresser un petit gap entre les pros. Et du coup, je rejoins ce que tu disais, Eric, il y a quelque part derrière l'idée de Swift, là pour le coup, il y a peut-être une vraie vision technologique, il y a effectivement, je pense aussi, je suis d'accord avec toi Eric, la vision des objets connectés et donc du coup d'autres familles de pros, peut-être plus légers, peut-être qui seront quand même sûrement des ARM, mais pas forcément. Et on peut peut-être même imaginer un MacBook sur un gros ARM. Il faut se rappeler que l'A7, qui est le dernier pros d'Apple, a été marketé comme desktop class. Et on ne choisit pas ces mots au hasard chez Apple. Juste quand même, pour répondre sur l'histoire des écrans, d'abord, le débat existe depuis très longtemps. Quand on est passé de 4 pouces, quand on est passé de 3,5 pouces à 4 pouces sur l'iPhone, la question s'est posée. Quand l'iPad mini est sorti, la question s'est posée. Les développeurs s'y sont toujours mis. Je n'ai pas entendu parler de manifestations énormes contre ce genre de phénomène. Après, pour ce qui est des nouveaux appareils dont on parle, à savoir l'iPhone 6, qui aurait 4,7 et 5,5, là, ce qu'on a vu traîner comme information, ça serait l'écran aurait un ratio assez intéressant pour les développeurs. C'est-à-dire que ça serait peut-être juste un doublement du ratio, donc ça permettrait d'adapter assez facilement. Mais ils sont toujours de passer par ce genre de choses. Oui, donc il y a pas. Pour moi, c'est un faux débat. Tout le monde s'y est mis, tout le monde s'est adapté. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est peut-être le discours qu'il y a derrière Swift, parce que Swift, en fait, c'est une solution pour iOS et fabriqué par Apple pour Apple. On se dit, à une période où iOS est quand même en baisse en part de marché dans le monde, on se dit c'est peut-être un petit risque. Mais en même temps, il faut bien, on parlait de chiffres tout à l'heure, Tim Cook... iOS et le Mac. Et le Mac, oui. Tim Cook le disait tout à l'heure, 89% de pénétration d'iOS 7 sur les appareils mobiles et 51% pour Mavericks. Ça, c'est les trucs qui parlent aux développeurs. C'est Apple qui enfonce le coup en disant « Chez nous, on vous garantit la sécurité, on vous garantit l'efficacité, on vous garantit des fonctionnalités qui vont être disponibles sur le plus large parc possible. » Alors, ces trois arguments, je pense que ça parle. Il y avait quand même que des développeurs face à Tim Cook. Je pense que ça parle. Et ça parle aux développeurs. Eric, tu voulais pas ajouter quelque chose ? Oui, il y a plusieurs choses finalement là. Donc je reviens 2 secondes encore sur les écrans. Je suis désolé, Apple, ils sont toujours arrangés pour faire du x2, x4. C'est pas vraiment résoudre la problématique pour moi. Android, ils gèrent toutes les tailles d'écran, voilà quoi. Et pour moi, Apple, ils n'ont pas encore eu vraiment le problème.
Voilà, je ferme la parenthèse. Je sais plus ce que je voulais dire après. Petite question, une simple question. C'est vrai qu'on se fait sur Internet, sur les gens qui nous regardent, ils se disent, est-ce qu'on peut juger un langage en 3 jours? Est-ce que, voilà, bon, a priori, PO, tu penses quand même que c'est intéressant de sortir de l'Objective-C? C'est quand même, même si c'est ça c'est oui. Alors ça fait pas débat, y compris chez les développeurs. Objective-C n'a jamais été utilisé sur autre chose que Mac et iOS. Apple fait un peu de web avec, mais ils sont les seuls à le faire. Ils sont les seuls à le faire, voilà. Ce qui est bien preuve que le langage n'est pas adapté. Exact. C'est un truc libre. Donc si ça avait été un langage intéressant pour faire autre chose, on l'aurait fait depuis 8 millions d'années. De la même façon que Java est un truc libre et Google a trouvé que c'était super intéressant pour en faire Android sans faire de Java. Android, c'est un usage complètement détourné de Java. Voilà. Il y aurait eu la même chose sur Objective-C si ça avait été un langage intéressant. C'est malpropre à coder. C'est la fiesta des crochets tout partout, les crochets qui ne sont, je rappelle, pas accessibles sur le clavier Apple, mais qui sont le signe de ponctuation le plus utilisé dans ce langage. Grosso modo, il se compare à C++, c'est-à-dire que la mémoire n'est pas gérée automatiquement, elle est gérée par le développeur, et le développeur, en général, faut toujours partir du principe qu'il est bourré, donc il oublie de désallouer des trucs, donc en gros, il encombre la mémoire, il n'y a personne qui vient nettoyer derrière lui, ce qui peut causer plusieurs problèmes de stabilité et certaines applications en souffrent effectivement, versus des langages comme Swift ou comme Java ou autre, où il y a ce qu'on appelle un garbage collector, un éboueur. Il y a un petit process qui vient dire dans la mémoire, toi tu dégages, toi tu gicles, toi je nettoie, etc. Donc on peut pas juger un langage en 3 jours, on peut juger son architecture, on peut regarder les paradigmes sur lesquels il est fait, il est basé effectivement, et donc on a quand même une bonne idée, et oui, c'est un gigantesque pas en avant pour Apple à ce niveau-là. La prochaine conférence pour les développeurs, ça sera la Google I.O. Yes. Qu'est-ce qu'on y attend? On fera une autre émission. Une autre émission, et d'ailleurs j'y serai. J'y serai avec Edouard, j'y serai avec Ulrich, et on se fera un petit live en direct de San Francisco. Voilà pour ce tour de la concurrence d'Android. On a énormément parlé d'Apple. J'aurais aimé qu'on parle un peu plus des autres plateformes, mais tant pis. Vous avez rendez-vous maintenant avec notre sélection d'applications de la semaine. Comme chaque semaine, nous vous avons préparé une petite sélection d'applications. Je vais commencer par Gonzague. Alors, mon application fétiche et qui existe à la fois sur Android et sur iOS, c'est Sunrise. C'est un système de calendrier. Je crois que c'est des Français qui développent ça, qui est aussi dispo dans Chrome en tant qu'application et dans une version web. C'est un calendrier dans lequel on connecte son Google, son Facebook, son LinkedIn, son Foursquare, la totale. Donc ça va vous faire sortir vos check-in. Si vous dites je dois déjeuner avec Baptiste machin, ça va ressortir le profil et les infos sur lui. Je trouve que c'est pas mal fichu. Et c'est une application qui est juste magnifique. Exactement, et qui est peut-être même gratuite. Alors ça, j'ai un doute. Peut-être en fonction des plateformes. Voilà, peut-être. Donc à essayer pour les Sunrise, gros consommateurs de calendrier. Le lever de soleil. Pod, c'est ton tour. Ouais, alors moi, je triche un peu. C'est Astrid qui m'a rempli ma fiche, je sais pas pourquoi. Elle a dû trouver que Shattered Planet, c'était vraiment un jeu auquel je devais jouer. Je lui avais dit non, que j'ai pas le temps, me mets pas un jeu. De toute façon, j'ai mon idée d'application et tout. Elle l'a mis quand même. Shattered Planet, c'est un espèce de jeu de rôle avec une vue à la LBA, Little Big Adventure, qui a la particularité que son personnage, le personnage qu'on joue, apparaît à chaque fois dans un nouvel univers très différent. Donc on est un mec qui est un peu perdu dans un monde extraterrestre où tout d'un coup il switch de niveau et on peut pas vraiment contrôler les niveaux dans lesquels on va atterrir. Donc c'est assez intéressant, je vous invite à tester. C'est gratuit? En tout cas, moi je l'ai pas payé. C'est gratuit et tu peux payer pour des extensions dans le jeu. Ah oui, c'est ça. Il y a quelques achats in-app, mais rien de. Tu seras pas une baleine. C'est correct. On peut jouer sans. Gaël? Moi, je vais te parler de Plume, qui est un très bon client Twitter,
qui n'est pas, sûrement pas le meilleur en fait sur Android, mais que j'affectionne tout particulièrement. Donc Plume, c'est un client Twitter, Facebook. C'est ton aussi. application fétiche. C'est mon application fétiche. Je trouve que c'est un excellent client Twitter parce qu'il est très personnalisable. On peut pousser la personnalisation très loin. On peut mettre en couleur des utilisateurs de façon à ce qu'ils apparaissent d'autres couleurs. Le système de mention, de colonnes en fait, timeline, mention, etc. sont tout à fait personnalisables pour mettre ce qu'on veut. On peut suivre des conversations, enregistrer des conversations. Il a surtout l'avantage d'être beaucoup moins pourri que l'application officielle Twitter, qui s'est améliorée un petit peu au fil des temps, mais qui est imbitable. Alors, Plume, c'est gratos de base, mais je vous conseillerais pas de prendre la version gratuite qui est bardée de pubs, souvent pas du meilleur goût. La version payante coûte un peu cher, elle est plus de 3 €, mais c'est développé par des Français et ça les vaut largement, je pense. Voilà, et c'est une superbe application Twitter pour faire de la veille. Exactement. Le prochain, c'est Olivier. Eh bien moi je vais vous parler de Beats Music parce que ça me... Comme tes rédacteurs sur Edict. Voilà, ça ne vous aura pas échappé. Apple a acheté Beats Electronic pour 3 milliards de dollars. Et alors bon, évidemment, on a tous... Alors Beats Music... Et c'est pas une blague, c'est pas une expression, c'est vraiment 3 milliards. Non, vraiment 3 milliards. Beats Music fait partie de Beats Electronic et c'est le service de streaming audio, donc comparable à un Spotify, qui n'est disponible qu'aux États-Unis. Mais si j'en parle, oui, pour le moment évidemment, si j'en parle, c'est parce que, d'abord, si on écoute le discours des fondateurs, à savoir Jimmy Iovine et Dr. Dre, ils ont un moteur de recommandation qui est différent, meilleur, parce que, ça c'est leur discours. Parce que c'est Dr. Dre qui le dit. Parce que c'est Dr. Dre, parce qu'ils ont un nombre de curateurs qui apparemment serait meilleur que chez les autres. Mais si j'en parle, c'est parce que c'est peut-être Beats Music qui va sauver le business musical d'Apple, qui va pas très bien. On voit, il y a des chiffres là qui sont sortis il y a pas longtemps, il y a quelques jours, sur l'ensemble des services dématérialisés d'Apple. C'est iTunes qui avait en 2011, qui avait 90% du chiffre d'affaires, et aujourd'hui on est quasiment à 50%, et normalement cette année l'App Store va dépasser l'iTunes. Donc l'achat de morceaux va pas très bien, on voit très bien que tout le monde se tourne vers le streaming. Beats Music va peut-être sauver Apple. Juste un chiffre, iTunes, 800 millions de comptes, peut-être 500 millions avec une carte bleue. Imaginez simplement qu'Apple convainque 10% de ces gens-là de rejoindre Beats Music, ça fait 50 millions de membres. Pour rappel, Spotify, qui est le leader mondial, c'est 10 millions de membres. Et Olivier, tu peux aussi préciser que si jamais Apple avait voulu monter ce propre service, parce qu'ils ont les capacités techniques, la difficulté c'était la négociation avec les ayants droit, qui dès qu'ils voient arriver Apple... Oui, bien sûr. Alors, on peut bon, évidemment, c'est autre chose que Beats Music. Je voulais vraiment parler de Beats Music. Il y a un débat sur l'intérêt de mettre autant d'argent dans une petite... Alors, en fait, c'est l'ensemble. Ils ont acheté un staff, ils ont acheté des solutions, ils ont acheté Jimmy Iovine, ils ont acheté Dr. Dre. Et donc une application Android. Et une application Android, ça c'est pour l'anecdote. Apple, donc c'est confirmé, Apple continuera de développer l'application pour Android et pour Windows Phone. Donc ils vont avoir des développeurs Android exactement en interne. Ça va être marrant. Les pauvres. C'est mon tour, mon application. C'est un jeu, je parie que c'est un jeu, c'est toujours un jeu avec la bah oui, c'est toujours un jeu. L'application s'appelle Blendoku, c'est une petite application toute simple. Il s'agit de mettre dans l'ordre des couleurs en fonction de l'ordre des couleurs. Ok. Ça a beaucoup de sens. De la plus jaune à la plus rouge et de la plus violette à la plus verte. Imaginons, ça devient c'est tout simple au début parce que évidemment l'ordre des couleurs apparaît facilement, mais quand on a plusieurs dimensions et qu'il faut classer toutes ces couleurs, ça devient vraiment difficile. C'est gratuit, c'est sans prétention et c'est très bien réalisé, donc je voulais en parler. Très bien. Un jeu de baleine, non, c'est gratuit. Il n'y a pas d'achat in-app. Il n'y a pas d'achat in-app, juste un peu de pub. Voilà, c'était tout pour notre sélection d'applications. Je voudrais remercier toutes les personnes présentes, à commencer par sur Skype, Eric. Au revoir à tous. Sur le plateau, Olivier. Oui, moi je donne rendez-vous à tout le monde sur iaddict.com et pompomcomedy.fr, ça c'est un peu pour rigoler. iaddict, c'est plus sérieux. Gonzague. Moi, je vous donne rendez-vous sur Frandroid, je suis vachement... Où est-ce qu'on peut te retrouver sinon ? Sur blogautomobile.fr, si on veut parler de voiture, un sujet qu'on avait déjà abordé ici, et sur gonzague.me, mon prénom est compliqué, pour parler de technologie, de musique, n'importe tout. Gaël. À la prochaine. Et PO. Ça me fait un gros plaisir.
En régie, notre réalisateur Olivier. Salut. Et exceptionnellement dans notre émission, Édouard Marquis, aux commandes de la chaîne Tech.tv. Et ouais, et on fera probablement sur Tech, il y aura une émission Mac où j'inviterai Olivier, Gonzague et tous les Macophiles à la rentrée. Et plein d'émissions nouvelles en septembre. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode d'Androtech. En attendant, vous pouvez vous abonner aux chaînes Tech et Frandroid sur YouTube. À la semaine prochaine. Salut.